Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on parle d'inversion de la courbe des taux. On parle bien sûr de la structure de Bitcoin, la liquidité actuelle, etc. Comment tout ça se passe. Allez, intro. Alors, on est là sur la structure en 1 heure, mais on a une belle visibilité finalement sur ce qui se passe en daily. Toujours pas de réintégration ici de cette trend, vous voyez. Globalement, on reste à peu près dans la compression dont on avait parlé déjà depuis plusieurs jours, à savoir finalement cette espèce de petit range qui est en train de se créer, on va dire entre 43,3 et allez, borne basse 42. C'est prenable, intraday, ça reste une belle structure à prendre. Le marché va venir ranger 80% du temps, d'une certaine manière. Donc du coup, il faut jouer ces ranges de toute façon. Enfin, en tout cas, si vous voulez trader intraday, on ira faire en conclusion justement la direction potentiellement pour la journée. Et puis voilà, ce qu'on peut voir pour le moment en tout cas, c'est que ça tient. Hier, on a fait la vidéo, globalement. On était quelque part par ici. Il y avait des bonnes chances effectivement qu'on vienne prendre de la liquidité au-dessus et c'est ce qui s'est fait. Vous voyez qu'on n'est pas venu tout à fait en haut, on n'a pas sorti la liquidité de l'entièreté de la structure. Dès qu'on a pris finalement la liquidité qui était ici, eh bien on a corrigé, par contre on a tenu la trend qui était celle-ci. Donc on reste dans une compression pour le moment, on ira voir en fin de vidéo où ça pourrait nous mener sur les plus petites time frames et globalement sur l'intraday. Ether contre Bitcoin qui s'apprécie aujourd'hui de 1%. Ether contre Bitcoin, la question ici, c'est est-ce qu'on a un double bottom en Adam et Ève, un bottom pointu et un bottom arrondi, Adam et Ève. Donc est-ce qu'on vient casser ça? Attention au flag également, c'est-à-dire que assez souvent dans un double bottom, vous avez un flag potentiel A, B et C, et derrière on pourrait en dégager vers le bas. Pour le moment en tout cas, ça serait plutôt propre pour un retournement sur Ether BTC, j'ai envie de dire. C'est un peu calme, c'est un peu mou, mais la structure fait peut-être penser à ça. Donc à partir du moment où on aura cassé ici ce point-là, on pourra dire ok, on a trouvé potentiellement un bottom sur Ether contre BTC et ça pourrait s'apprécier. Ether contre le dollar, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on est ici en train d'inverser la structure finalement avec un W? Pour le coup, il est larvé, il n'est pas optimisé. Ou alors, est-ce que tout simplement, on rejette et on nous donne un flag? Donc là, vous avez le signal en haut. Si on casse ça avec vigueur, c'est bien. En revanche, si on vient perdre la trend daily, elle aussi pour le coup, qui est à peu près la même que sur BTC, sauf que Ether l'a tenu, il est au-dessus. À ce moment-là, on est plutôt baissier sur Ethereum. On ira faire aussi là-dessus une conclusion un peu plus poussée. Le total 3... donc toutes les altcoins sauf Ether, Bitcoin et les stablecoins, c'est un petit peu la même chose. Attention parce qu'il est possible ici qu'on soit en train de perdre cette petite trend à l'accumulation là. Pour le moment ça compresse également. Venir casser ça, c'est peut-être potentiellement venir casser plus haut. En revanche, perdre ça par le bas, c'est nous donner une correction plus importante. Pour le moment, on part du principe que c'était ça la correction, d'accord, A, B et C, et qu'on a trouvé bottom ici, mais attention à une éventuelle flat étendue. Les flats, de toute façon on sait qu'on est dans une flat, là plus ou moins, c'est ce que nous montre la structure. On a tellement retracé ici à la hausse, on va dire que on est dans une flat. La question c'est est-ce qu'on fait une flat régulière comme on a fait là, ou alors est-ce qu'on vient chercher une flat étendue, c'est-à-dire un peu plus bas. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans la vidéo d'hier. Bien évidemment, ne pas casser cette distribution nous continue à nous mettre effectivement dans cette idée d'aller plus bas. En revanche, casser cette distribution, quand je parle de distribution, je parle de trend au-dessus du prix, casser cette distribution vient nous dire qu'on est peut-être en train de retourner la structure là aussi. D'une certaine manière, ça va être assez compliqué, je pense, ce niveau-là va être assez compliqué à casser, les 400 milliards. Donc ça va être assez difficile, mais bon, c'est pas du tout impossible. Et puis voilà, on avait quand même ici une zone de rechargement, on va dire, une zone d'achat sur les alts, on l'a prise. La question étant, est-ce qu'on va se diriger vers celle-là, qui finalement même qu'on peut plutôt établir comme étant ici. Mais ça c'est pareil, j'en avais déjà parlé hier. Le support suivant, il est plutôt par ici.
L'idée ici, bien évidemment, et là on regarde la performance des alts contre Bitcoin, c'est de surperformer Bitcoin. Sinon, vous prenez du Bitcoin. Si Bitcoin vous donne une meilleure performance que les alts, vous restez sur Bitcoin, c'est moins risqué. Voilà, l'idée étant soit d'accumuler du Bitcoin grâce à des gains faits sur les alts, soit tout simplement, à minima, de surperformer le patron. Il faut bien évidemment ici, et vous l'aurez compris, aller voir les alts dans leur singularité. Ça, c'est un indice à peu près global. Je ne fais pas d'alt sur le channel ici public, mais j'en fais sur le channel affilié. Mais bien évidemment, ici, il faut aller les voir une par une. Hein, on n'est pas dupes. En ce qui concerne tout ce qui est de la news, et avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je ferai une vidéo probablement dédiée demain là-dessus. Ensuite... Biden qui n'est plus très étanche, puisqu'il nous dit qu'il a rencontré François Mitterrand, le président de l'Allemagne, et ça en 2021, alors que Mitterrand est mort en 96. On parle ici de l'inversion de la courbe des taux. Alors, on va faire un sujet là-dessus. Ça va être relativement sympa, vous allez le voir. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'inversion de la courbe des taux? C'est tout simplement que quand on précède une récession, assez souvent, les taux viennent à s'inverser. C'est-à-dire que... ouais, voilà, j'ai le 0 là. Un petit peu bizarre. Ici, je pense qu'elle est inversée. Petit souci. Je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, c'est juste que j'étais en 1 heure. Alors, globalement, inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai... le 10 years, le 10 ans, les bons du trésor à 10 ans, qui sont finalement inférieurs aux bons du trésor à 2 ans. D'accord? Vous le voyez ici, on est passé sous le 0 et ça s'est fait globalement en août 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les attentes d'inflation à 10 ans sont inférieures aux attentes d'inflation à 2 ans. C'est pour ça qu'en général, assez souvent, avant une récession, la courbe des taux s'inverse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte inflationniste, du coup la Fed va venir augmenter les taux, et du coup on se retrouve dans un contexte où finalement le marché s'attend à ce que dans les 2 prochaines années, on ait une inflation plus importante que celle qui va être lissée sur les 10 prochaines, puisque si vous prêtez de l'argent, vous espérez à minima venir battre l'inflation. Ici on en a combien d'inversions? On en a 1, 2, 3, 4, et si jamais je vous superpose finalement le S&P 500 dessus, donc les 500 plus grosses actions américaines, vous voyez qu'à chaque fois qu'on inverse les taux, il s'ensuit finalement une correction sur les indices américains, donc une correction boursière. Tout ceci tout simplement parce que, en général, une inversion de la courbe des taux vient à vous dire que,
les attentes des earnings, hein, finalement, donc les attentes de dividendes et de bénéfices que peuvent proposer les sociétés américaines vont diminuer. Donc c'est pour ça qu'on a une forme de surréaction un petit peu des marchés. Ici, vous le comprenez, on était sur la dot-com bubble, donc la bulle Internet. Ici, on était sur la crise des subprimes. Vous voyez, des belles corrections sur le S&P 500. Ça nous donne une très jolie flat derrière. Et derrière, continuation haussière, et ça fait un moment qu'on pousse. Ici, la crise Covid, on avait flirté avec le zéro ici, et ça juste avant, avec des belles corrections également sur le S&P. Et là, en ce moment, on est en train de repasser ça va probablement se faire sous quelques semaines, au-dessus du zéro. En général, quand on repasse au-dessus du zéro, c'est juste avant une belle correction. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent? Ça l'a déjà été dans le passé, et il faut comprendre ici que non, théoriquement, c'est pas différent, et non, c'est un indice de récession. Maintenant, j'avais fait pas mal de vidéos sur la chaîne également, où j'avais montré que les soft landing ne sont finalement pas si rares. Les soft landing, c'est quoi? C'est quand Powell arrive à faire atterrir l'économie en douceur, c'est-à-dire que finalement on revient ici sur des attentes d'inflation qui sont de 10 à 10 ans meilleures que celles qui sont à 2 ans, enfin en tout cas le rendement attendu est plus important. Et derrière, finalement, le président de la Banque fédérale arrive à faire atterrir l'économie en douceur. On va le voir ici peut-être avec un petit peu plus d'historique. C'est pas celui-là, pardon. Alors, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on a là sous les yeux? On a le S&P en orange et on a la courbe des taux, les taux de la Fed, hein, finalement, les taux nominaux de la Banque centrale américaine. Ce qu'on voit déjà, c'est que les plateaux sont pas très longs en général, les plateaux en haut. Hein, ici, j'entends, vous le voyez, on reste pas très longtemps en haut. Et ça, c'est globalement assez fréquent, hein, vous le voyez sur tous les plateaux. Ce qu'on voit également, c'est que cette courbe tend vers zéro, et ça depuis 1979. Elle a même été autour de zéro, finalement, période pré-Covid, suite à la crise de 2008, hein, la crise financière de 2008, où on a inventé un peu cette idée que le crédit devait être gratuit, etc., la dette à outrance, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc ça fait globalement... de 16 ans que on utilise finalement ce phénomène de taux à quasi zéro et qu'on est sur des économies, on va dire, qui sont un peu perfusées par de la liquidité à outrance. Mais il faut comprendre ici que on a augmenté très vite. On a diminué les taux très vite au moment du Covid. On est resté pas extrêmement longtemps en bas hein, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, encore que là on était resté très longtemps en bas. Et derrière on a réaugmenté extrêmement vite. Qu'est-ce que c'est qu'un soft landing? On en a des exemples ici, on va dire... alors là, on avait des taux qui étaient hauts, ici à peu près, et globalement, vous le voyez, on a effectivement cette correction derrière. Ici, on avait des taux qui étaient hauts. Là, j'ai pas l'inversion de la courbe des taux, sinon j'aurais pas l'historique précédent. Et vous voyez que là, on a un très joli soft landing, tout simplement parce que l'économie ne corrige pas plus, elle va latéraliser un petit moment, mais elle ne corrige pas plus. Donc ça, c'était 84, et c'était Alan Greenspan qui était aux commandes de la Fed. Derrière, on a l'épisode énorme de stagflation des années 73-80, où finalement c'était Paul Volcker qui était dirigeant de la Fed, et où du coup, là, on a des énormes corrections, bien évidemment, tout simplement parce que, globalement, là, c'était pas encore Volcker, je crois qu'il est arrivé juste après, il est arrivé à peu près dans ces eaux-là. Et ici, Volcker arrive et il dit on a une inflation qui est autour des 15% par an, ça n'est pas soutenable. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les taux à 20%. Ça vous donne bien sûr les crashs pétroliers, on va dire, ça vous donne les années de rigueur plutôt qu'on a eu dans les années 80. On va zoomer un petit peu ici. D'accord. Néanmoins, vous le voyez ici, malgré... il y a eu des corrections quand même, attention, là on n'est pas sur du petit pourcentage, on passe de 110, on perd une quinzaine de pourcents. Mais où finalement Volcker, c'est pas vraiment un soft landing qu'il a réussi parce que l'économie a eu mal pendant un certain temps, mais vous voyez ici qu'on a une remontée des taux dans un contexte finalement où le S&P s'apprécie et derrière les taux rediminuent au moment où l'économie finalement se déprécie, et ça on est au début des années 80. Derrière on a l'âge d'or un peu des Golden Boys, etc. En bourse, où finalement le S&P nous fait un passage de 114 à 171, et là c'était effectivement une période très faste pour les professions boursières. Derrière, on a une augmentation des taux, vous voyez que ça fait un petit peu mal du côté du S&P. Les taux, ce que je veux dire, c'est qu'en général, on a une relation un peu inversée entre ce que nous disent les taux et l'économie, mais vous le voyez ici,
quelque chose finalement se met un petit peu à changer, et on a généralement, des taux qui augmentent alors que les actions augmentent, et des taux qui rediminuent au moment où on est dans cette récession-là. Ce qui a pour effet d'inverser la courbe des taux, bien évidemment, enfin de la réinverser à la normale. Ce qu'on peut dire ici depuis un certain temps, c'est qu'encore une fois, depuis 2008, on a de la liquidité qui est gratos. Donc du coup, bien évidemment, le S&P, finalement, c'est pas tellement les actions qui montent, on va dire, c'est plutôt le dénominateur, le dollar, qui diminue. Donc c'est un bien meilleur hedge contre l'inflation, d'être plutôt sur des portefeuilles plus pondérés en actions que pondérés sur des bons du trésor. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Depuis qu'on a touché le zéro, ici, d'accord, en 2008, les actions, le fabuleux portefeuille dont tout le monde avait l'habitude, et ça fait donc du coup 16-17 ans que c'est le cas, le fabuleux portefeuille en 60-40, 60% obligations, 40% actions, c'est que c'est plus valide tout simplement parce que généralement les bons du trésor ne vous rapportaient rien, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a eu une flambée des actions, tout simplement parce que les obligations ne rapportaient rien. Ici il faut comprendre qu'on a cassé un peu cette traîne, vous le voyez ici. On a eu une très belle traîne là, vous êtes d'accord avec moi? C'est une très belle traîne quoi. On est quand même sur un truc assez joli quoi. Cette tension vers zéro, est-ce qu'elle aurait trouvé sa fin? Auquel cas, on va revenir dans des années plutôt stagflationnistes et d'austérité, hein, et ça va bien évidemment, du coup, le S&P est censé plomber derrière. Ou à l'inverse, est-ce qu'on va revenir vers une autre tension vers le zéro? La question en fait c'est maintenant, est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, voilà, au niveau des taux, d'accord, ou alors tout simplement, est-ce que là on a eu cette énorme déviation au-delà, et est-ce qu'on est en train de revenir sur des économies zombies sous perfusion économique? Une partie du marché est en train de pricer ça, c'est celle-ci, elle est en train de dire peut-être même qu'on va faire ce fameux atterrissage en douceur comme l'avait fait Greenspan, et il y en a un que j'ai pas retrouvé là ici, mais globalement Greenspan en avait plus ou moins réussi 2, et ou alors est-ce que on est reparti dans autre chose, c'est-à-dire on n'est plus dans une économie de la dette. D'une certaine manière, on est tellement sur des niveaux qui ne sont pas tenables au niveau de la dette qu'on devrait théoriquement sensiblement tendre vers ça, c'est-à-dire revenir finalement sur cette idée d'économie zombie un petit peu, et de retente des taux, que les taux retendent à nouveau vers zéro. On va voir ici encore une fois, Bitcoin est un excellent hedge contre cette idée. C'est-à-dire que on n'est pas uniquement ici dans l'idée que déjà bien comprendre qu'en général on reste pas très longtemps sur des niveaux hauts, ça c'est important. Parce que soit l'économie a mal, donc du coup on redescend, soit tout simplement c'est un peu trop cher de rester à des niveaux pour les États pour se refinancer tout simplement, puisque je crois que c'est l'année prochaine, entre maintenant et l'année prochaine, donc 2024-2025, les États-Unis vont devoir refinancer 9 trillions, c'est-à-dire grosso modo 30% de leur dette. Alors, il n'y a pas que du taux, il n'y a pas que du 10 ans, etc., et toutes ces choses-là, mais d'une certaine manière, vous comprenez que ça voudrait dire que d'ici, si on reste sur des taux relativement importants, hein, on va dire, d'ici 2030, les États-Unis sont au-delà des 50 trillions de dettes potentiellement. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, et là il y a plusieurs visions macroéconomiques de l'histoire, soit vous regardez l'histoire du Japon, comme le fait Russell Napier, c'est un macroéconomiste que j'ai beaucoup présenté sur la chaîne, c'est-à-dire on rentre dans l'âge de la dette, donc de toute façon les actions vont toujours performer, il va y avoir une régulation économique qui va vous forcer quand même à investir dans la dette, même si elle est très peu rémunératrice, c'est-à-dire que les BlackRock et compagnie, toutes ces choses-là, vous serez obligé de avoir un petit peu de votre dette souveraine dans votre portefeuille, mais il n'empêche pas moins que les actions devraient performer. Est-ce que également Powell réussit finalement son soft landing, et puis est-ce qu'on reste dans cette idée, cette trend qui désormais est là depuis quasiment une cinquantaine d'années, que les taux tendent vers zéro? Est-ce que le fait qu'on ait cassé ça, c'est juste un rebond? Vous comprenez qu'on n'ira jamais en dessous du zéro, enfin en tout cas, on va dire,
pas beaucoup plus, pas beaucoup moins que zéro, hein. Ça pourrait être, vous pourriez être payé à un moment donné pour emprunter de l'argent, pourquoi pas, mais voilà. Et globalement, voilà un peu cette idée. Donc, inversion de la courbe des taux, globalement, qu'est-ce qu'on doit en se souvenir ou se dire? Ben déjà, en ce moment, les banques souffrent énormément parce que, d'une certaine manière, Powell avait en fait dit que l'inflation était transitoire et ça n'avait pas été le cas. Donc on a beaucoup de banques qui finalement s'étaient retrouvées à prendre du 10 ans, hein, prendre des taux à long terme, du 10 ans, dans des moments où finalement, on va dire, les taux ici à 10 ans étaient pas géniaux. Donc on se retrouve avec des bons d'occasion, c'est-à-dire si vous achetez un bon à 10 ans, vous avez la possibilité de le revendre derrière, mais le prix d'occasion va bien évidemment être fonction de son rendement, c'est-à-dire combien de pourcents il rapporte. 1% en l'occurrence, c'est un endroit où beaucoup de banques ont finalement pris ces taux-là, pris ces bons-là, et donc combien il rapporte, et est-ce qu'il est à maturité. Votre bon, il va être évalué en fonction de ça, c'est-à-dire, il reste encore 5 ans de rendement à 1%, donc c'est pourri, donc je te le rachète pas cher, ou alors, donc le prix que tu as, ton crédit plus pas grand-chose, et puis ton crédit, sous-entendu ton prêt plutôt, enfin ce que tu as donné, quoi, ce que tu as prêté. À l'inverse, donc on a des banques qui en ce moment font face à ce genre de problème, c'est-à-dire qu'elles ont des bons qui finalement ne valent plus grand-chose. Donc en cas de bank run, si tout le monde veut récupérer son argent, ça pose un souci. Et deuxième souci que ça peut poser effectivement, c'est d'une certaine manière que vous disiez, bah, c'est pas, enfin, moi je veux que mon fonds en euros ou mon fonds en dollars me rapporte entre 3, 5 et 5, puisque c'est ce que propose la Fed en ce moment, et que la banque soit obligée sur le marché de l'occasion finalement d'encaisser cette perte sur les bons d'occasion. Allez, on y arrive. Donc ça c'est un premier problème. Deuxième problème, effectivement, donc potentialité, quand on a ces inversions de courbe des taux, bah, de problèmes bancaires, de problèmes sur le secteur de la finance. Néanmoins, quand les taux augmentent, on va dire que la rentabilité des banques se remet un petit peu, hein, donc du coup derrière, elles vont vous signer des crédits, des choses comme ça, où elles ont un petit peu une meilleure marge, on va dire. Donc ça va ensemble, si vous voulez. Derrière, par contre, on n'a jamais vu une telle inversion de la courbe des taux, et ça, en tout cas, depuis à minima 1988. Vous voyez qu'en général, on n'allait pas dans des endroits aussi forts. Tout ça tient bien évidemment aussi à une surréaction, et encore une fois, Powell a diminué les taux très vite et il les a réaugmentés derrière extrêmement vite aussi, ça c'est du jamais vu. Il a d'ailleurs été aidé par BlackRock et leur intelligence artificielle Aladdin pour le faire. On sait qu'il y a eu des contrats qui ont été signés. Maintenant, très bientôt, on va passer sur une réinversion de la courbe des taux. Alors, elle repasse à la normale. En général, c'est un signal de récession, sauf soft landing. Donc, on va suivre de près, bien sûr, tout ce qui est évolution, on va dire, de ce côté-là, pour savoir si finalement, on va avoir une période plutôt faste sur les actions ou plutôt merdique. Une des grandes questions aussi, c'est est-ce que Bitcoin va suivre les actions, hein. C'est pas nécessairement... Maintenant, Bitcoin, on le sait, a besoin de liquidité pour performer. Ça reste un asset jeune. Et donc, du coup, il est plutôt corrélé quand même à la tech US en termes d'actions qu'à autre chose. La Chine hier qui fait une très belle journée après une capitulation, donc on va voir ici, est-ce que c'est le point bas pour la Chine? Xi Jinping a fait des annonces comme quoi il y avait pas mal de choses qui allaient changer de ce côté-là, et donc du coup on va voir si c'est la capitulation finale. Ici voilà 2 ou 3 tweets qui peuvent vous intéresser. GoDaddy qui est finalement un peu le OVH américain, le plus gros vendeur de noms de domaine qui s'associe à Ethereum Name Service pour proposer finalement du point ETH. Les inflows BTC qui sont pas trop mal, bonne journée pour BlackRock hier, mais tous les autres ont eu plutôt une journée pas géniale, et voilà. Wall Street Journal, on va passer, il n'y a pas grand-chose. Ici, le juge qui réclame des documents financiers de la part de Ripple. Ripple avait fait une ICO qui a été considérée comme une security. Le token, une fois qu'il a été vendu sur les exchanges, a été considéré comme une commodity. Et l'idée ici, c'est est-ce que combien vont devoir payer tout simplement Ripple en termes d'annonces. On a eu des gros transferts de Ripple dernièrement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On ne sait pas si ces Ripple vont être vendus ou s'ils vont être stockés ailleurs. En tout cas, il y a 200 millions de Ripple qui ont bougé à peu près pour une centaine de millions de dollars.
Craig Wright, il y a un procès en ce moment. Craig Wright qui est un ersatz de Satoshi Nakamoto. En tout cas, il a prétendu l'être et il n'a jamais pu réellement prouver qu'il l'était effectivement. Janet Yellen qui demande une régulation crypto. Xi Jinping, on l'a dit, qui a relancé un plan de relance sur la Chine. Ici, on parle de British Petroleum. Ici, on a une de ces banques qui nous dit que on aurait un narrow landing. Narrow landing, ça veut dire un atterrissage compliqué mais rapide et donc plutôt soft. Pas grand chose en termes de news économique cette semaine, pas de gros earnings aujourd'hui. On a Lilly dans les gros qui va publier, mais sinon rien dans ce qui peut nous intéresser. En ce qui concerne la liquidité, on liquide 80 millions, 36 sur Bitcoin plus Ethereum, donc on est à peu près dans la normalité. Derrière le carnet d'ordre, plutôt rempli dans les bornes du range, finalement, on l'a dit ici, pas mal d'ordres à la vente, donc ça c'est des traders de range là-dessus. On a du monde qui veut quand même acheter avant le bas ici, 111, 37, c'est pas énorme non plus, et ici 40, 66, 90, assez peu de gros ordres finalement en ce moment. Les marchés en levier, je vous ai déjà fait l'update. Pardon. Globalement, on avait un point de short qui était là, il a été pris et on est légèrement shorté sur cette zone-là et légèrement longué sur celle-ci, mais celle-ci, je pense qu'on l'avait déjà mis hier. Vous voyez qu'on est quasiment venu la revisiter sans réellement la prendre. Derrière, je considère qu'on a quand même du long ici sur cette zone un petit peu et je considère qu'on est shorté là tout simplement parce que là, vous avez un funding qui diminue alors que juste avant, le prix augmente. Ici, vous voyez, le prix augmente, funding qui diminue, donc on a une petite anomalie de funding. On va voir ici si tout ça se met en place au niveau de la prise de ces niveaux. Là, on sauvegarde, on passe sur les bulles de liquidité. Les bulles de liquidité qui, globalement, on a pas mal liquidé du long sur Ether, sur Bitcoin, pardon. On revient un petit peu vers l'équilibrium. Bon, c'est pas incroyable ici, vous voyez, là, en gros, on a repris un peu de long. Petite poche de liquidité, je dirais, autour des 43,3. Petite poche de liquidité en bas également, autour des 42,100. Donc pour l'instant, la liquidité, elle nous dit plutôt qu'on va rester dans le range. Ethereum qui s'est un petit peu repris, un petit peu mieux que BTC, on va dire. Et là, lui, pour le coup, il enclenche du long. Quelques poches de liquidité également dans la zone à venir prendre en dessous. Peut-être potentiellement 2303. Mais vous voyez que le top est très légèrement shorté. Donc on peut éventuellement retracer à 2337, 2351. En ce qui concerne la heatmap sur une semaine, on est un peu entre deux eaux ici. La grande question ici, c'est tout simplement, est-ce que je considère plutôt la liquidité qui est fraîche ou est-ce que je considère plutôt la liquidité qui est en quantité? Je vais vous montrer sur la 1 mois. Ah, excusez-moi, je mets en pause. D'accord, donc ici, la fraîcheur, elle est en bas. C'est plus frais en bas. C'est plus en quantité en haut. Donc là, c'est pareil, il faut choisir son camp. Vous voyez ici qu'on est monté, mais il y a eu une belle défense sur cette zone-là. Est-ce qu'on va cueillir tout ce qui est à 44,5 ou alors est-ce qu'avant, on a besoin d'aller cueillir ce qui se trouve autour des 41 200? C'est un peu la question du moment. Sur Ether, même chose, tout à fait exactement la même chose. On a peut-être un peu plus de short, j'ai l'impression, sur Ethereum. On va voir ici sur la 1 mois ce que ça peut nous dire. Alors, Ether, sur la 1 mois, on est bien L2, ouais, ok. Donc, ce qui est frais, c'est ça, c'est 2216. Autant pour moi, d'ailleurs, on est quasiment dans la fraîcheur aussi jusqu'au 2416. Et finalement, ce qui est un peu vieux, c'est les 2632 ici. Ether a été monté à 2728. Donc voilà, on va voir ici la suite. Même chose, on va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. Ici, on va se mettre en 15 minutes. Alors, en l'occurrence, ici, on voit plusieurs choses quand même. Déjà, on voit qu'on reste un peu dans cette contraction. Pour le moment, on tient cette trend-là, qui est ici. Peut-être que venir la perdre, c'est venir revenir à 41,2. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Si là, on commence à y aller, si on la perd, 41,2, ça, c'est le signal, on va dire. Derrière, hier, on avait dit que tout ça était assez algorithmé en termes de montée. Je parle de celle-ci.
Et effectivement, dès qu'on a perdu la trend, eh ben, on a retracé quasiment jusqu'au point d'entrée. On n'est pas tout à fait allé le chercher, mais voilà. Il fallait une accélération ici, on l'a pas forcément eu. La question ici qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, c'est plus ou moins un flag, c'est-à-dire on est bearish et on va chercher ça, un mouvement de AB égale CD, une ABC comme ceci, ou alors tout simplement, est-ce que on est sur une structure de retournement ici, c'est-à-dire que c'est plus ou moins, voilà, vous le voyez, une épaule tête-épaule inversée qui va venir chercher plus haut et revenir éventuellement prendre ce top-là. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que on n'a même pas touché le 15 minutes qui était là. Moi, j'avais un ordre short ouvert qui n'a pas été pris, du coup, je voulais qu'on aille plus haut. Je voulais qu'on vienne toucher ça. En fait, on a juste pris la liquidité qui était là et on s'est tout de suite retourné. C'est pas grave. Et puis, derrière, voilà. Pour moi, le signal baissier, c'est si on perd cette trend. Pour moi, le signal haussier, c'est revenir faire un bisou à ce 4 heures, s'installer durablement au-dessus de ce niveau 4 heures et peut-être que le premier signal, ça serait de s'installer durablement au-dessus de ce 15 minutes là. Là, vous le voyez, j'étais en logarithmique, mais c'est pas grave. Vous le voyez ici, voilà. Est-ce qu'on va revenir ici retester 44,5 hein, on l'a vu, c'était une zone de liquidité importante sur la weekly. Ou alors, sur la weekly, on a vu également qu'il y avait de la liquidité à 41,2. Et on a vu que ici, c'est de la fraîcheur, de liquidité. Ici, c'est de la quantité. Donc, le prix va choisir. Globalement, ce qu'on peut voir aussi, je trouve, c'est qu'on avait cette compression et on en est sorti ici par le haut, puis on l'a réintégré. Derrière, on l'a tenu par contre, hein, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on peut venir... si on l'avait en plus enfoncé, là j'aurais tendance à dire ok c'est bon, on va à 41,2, on va sous cette structure-là, étant donné qu'on perd cette trend-là. Pour le moment, on la perd pas. On va voir aujourd'hui si ça part dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, souvent ces compressions-là, quand elles cassent une fois en haut et qu'ensuite elles viennent à casser en bas, ben derrière ça nous donne un magnifique range. C'est d'ailleurs le signal d'un range. Assez souvent, un range commence par un triangle, et là en gros on a peut-être ce signal là sous les yeux. Personnellement je reste dans l'idée 41,2 dans un premier temps sur la petite TF. En ce qui concerne les grosses time frames, vous connaissez plus ou moins mon avis, je suis plutôt baissier à ce stade, mais il est tout à fait possible qu'on se reprenne. Si on doit se reprendre, on doit réenclencher la daily. Et d'une certaine manière sur le long terme également, finalement si je dézoome un petit peu ici, que je me mets en daily et que je vous montre un peu la structure, et là j'ai volontairement pris l'index, ouais c'est bon. Globalement, en termes de volume profile, j'espère que vous le voyez, là, ici, on a un beau node. On va enlever ça. Hop. Si ça veut bien se mettre à jour. Là, j'attends que le volume profile revienne. Voilà, ok. Alors, il y a un petit souci là, parce qu'il ne vient pas me mettre ce dans quoi on est actuellement. Allez. C'est pas grave, on va faire comme ça, regardez. Hop. On prend ici depuis le bottom. Globalement, vous avez un petit peu de volume profile ici, j'espère que vous le voyez également. Et concrètement, la question, c'est est-ce qu'on passe en dessous et on vient couvrir finalement toute cette zone où il n'y a pas eu grand-chose, là, qui s'apparente au trou hein, qu'on voit ici. Et là, dites-vous qu'il y a un node, hein, ici, je sais pas pourquoi il veut pas le mettre, mais il y a quelque chose ici. Donc la question elle s'apparente à dire est-ce qu'on tient le volume qui a été fait là, c'est-à-dire finalement on fait une marche supplémentaire, hein, est-ce qu'on sort de ce range 40-44 par le haut, ou alors est-ce qu'on a besoin de venir ressourcer sur la borne haute du range précédent, à savoir 32 000 $. Globalement voilà, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser en ce moment. De toute façon, d'une certaine manière, si on est dans une dynamique on va dire spécifique, plutôt bear market, et là c'est ce que je regardais tout à l'heure, je vous le montre en daily. En daily, ouais c'est bien. En général quand on fait des gros mouvements comme ça qui rappellent à repartir, on va dire ça comme ça, on va peut-être même se mettre en une semaine. Ouais c'est pas fou, c'était plus simple en daily, ok. Globalement quand on fait ce genre de mouvement, ce qu'on aime bien voir, c'est au niveau du funding, une capitulation. Ici, vous le voyez, on a une très belle capitulation au niveau du funding. Je vais vous mettre un peu plus grand. Ici, elle est magnifique également, mars 2023. Vous voyez que le funding vient dans des niveaux qui sont à moins 0,3.
Ici, on a une très belle capitulation aussi. Alors, on la voit pas bien là, mais... par ici. Et là, pour le moment, on n'a pas... Et on en a encore une très belle sur quand on avait fait l'épisode de liquidation qui était celui-ci. Globalement, j'ai pas l'impression qu'on en ait une là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu des petits épisodes de passage dans le négatif. Hein. Si on regarde dans des plus petites time frames, c'était sporadique, mais on les a eu. On a eu celui-là, notamment, qui était sur quand on est descendu à 42. On a eu, quand on était ici, autour des 38, vous voyez qu'on était long à mort. Enfin, on était plutôt long, voilà, on va dire. On était au 0,01. Donc, on n'a pas eu cette capitulation des shorters. On en a eu une toute petite ici quand on était descendu à 41,5, mais cette espèce de mouvement assez sharp, voilà. Donc globalement, voilà, d'une certaine manière, la question ici, c'est est-ce qu'on rentre dans une longue distribution, on va dire, sur Bitcoin qui nous emmènerait à 32 000 $, ou alors est-ce qu'on rebondit sur la zone des 37-38 pour finalement repartir de plus belle? Et globalement ici, la question c'est est-ce qu'on rebondit sur cette zone, cette console-là, ou alors est-ce qu'on rebondit sur cette console-là? Pour le moment, ma zone privilégiée de rebondissement se trouve sur celle-ci, hein, celle qui prend sa source à 32. Maintenant, je suis OK pour jouer un up supplémentaire pour éventuellement tenir la zone des 37, puisqu'on a eu cette belle capitulation ici sur la structure précédente. Voilà, pour moi, ce qui doit parler, c'est les niveaux que je vous montre plus ou moins tous les jours, c'est-à-dire cette zone de résistance, là, pour le moment, et bien entendu, la trend rouge, la trend daily, qui va nous dire si, effectivement, on est peut-être potentiellement en train de récupérer le momentum qu'on avait quand on faisait ça, d'accord? Déjà, c'est tenir ce momentum-là qui serait déjà une bonne chose. Scénario privilégié, on descend, et ça j'en ai déjà pas mal parlé, à 32. Scénario tout à fait possible, soit un double bottom ici, revenir chercher une nouvelle fois les 38 et ensuite se reprendre, soit éventuellement traverser la daily ici à ce stade. Pour moi, on est quand même ici sur une news majeure qui a trouvé son sell de news, donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on serait sur une capitulation par le temps qui nous emmènerait à 32 000 $. Maintenant, aucun problème à ce que éventuellement le prix nous donne des pushes supplémentaires. Ça ne me dérange pas du tout. Et vous voyez que pour le moment, il nous a donné cette information qu'il n'avait pas envie de rentrer dans cette zone de volume profile là. C'est-à-dire que ceux qui avaient acheté dans cette zone ont racheté. C'est un retest plus ou moins réussi. Et également, ici, on avait tous les shorters qui ont pris également du profit. Et en l'occurrence, beaucoup de longueurs qui finalement étaient rentrées sur les zones précédentes, qui eux également ont arrêté de vendre, d'accord, sur cette zone-là. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Alors tiens, on va parler Bitcoin pour une fois, pour le coup. Moi, je fais des altcoins que pour les vidéos affiliées. C'est-à-dire que ce que je vous propose ici, encore une fois, c'est une vision du Total 3. Mais mes analyses d'altcoin, elles vont se faire uniquement sur les vidéos affiliées. Donc j'ai beaucoup de tutos sur les vidéos affiliées, j'ai pas mal de choses. Si je vous le trouve ici, on va aller voir là. Globalement, vous le voyez ici, j'ai des tutos sur le mindset, etc. N'hésitez pas à copier les adresses, hein, je m'en fiche, c'est pas tellement un problème. Au moins, ça vous permettra de tester. Mais d'une certaine manière, eh bien, je fais aussi pas mal d'alt, bien évidemment. Est-ce que vous en voulez plus sur la chaîne ou est-ce que cette analyse, comme elle est là, c'est-à-dire sur Bitcoin, de la grosse time frame, de l'intraday, du fondamental, du technique, du sentiment, tous les jours la même chose, ou est-ce que, en tant qu'abonné public, vous voudriez plus d'altcoin? Personnellement, je pense pas le faire, j'aime bien le format comme il est là, d'une certaine manière. J'aimerais bien quand même sortir plus de choses, peut-être scinder les vidéos en plusieurs parties, je sais pas encore trop exactement. Mais voilà, là, donc voilà un peu l'idée. Est-ce que ça vous dirait que finalement, il y ait plus d'altcoin dans les vidéos publiques? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.